Allô, allô, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les entrepreneurs du trading. Merci pour votre présence. Merci de ce que vous nous avez accordé votre considération pour suivre avec nous, suivre avec notre équipe, suivre en notre sein cette formation qui va, à plus d'un titre, transformer votre vision de ce business, votre façon de voir l'évolution du marché, l'évolution de vos plans de vie. Nous donnons le maximum pour cela et nous savons que l'Éternel, dans sa grâce, rend cela disponible pour vous tous. Alors, nous sommes à la deuxième session. Notre deuxième session s'intitule Observer le marché. Mais avant d'aller plus loin, nous allons faire un petit récap de ce qui a été fait au cours de la première session. Donc, au cours de la première session, nous avons porté l'attention sur ce que nous avons appelé le diagnostic, le plan, première partie, où il était question de préparer une organisation dans le but de pouvoir allouer du temps, de l'énergie, des ressources à ce business dont nous avons présenté le contexte qui, au regard des faits à travers le monde, euh, est très porteur en termes de profit, en termes de chiffre d'affaires généré, en termes de retour sur investissement. Il s'agit de l'industrie la plus influente du monde qui affecte toutes les couches sociales, qui affecte tous les secteurs et tous les départements. Il s'agit des marchés financiers. Donc, dans le diagnostic, il était question de pouvoir mettre l'accent sur d'abord les forces et faiblesses liées à la motivation, la connaissance, la disponibilité, le soutien, la maladie, le handicap, l'équipement, les dettes, épargne, réserve et autres. Il est important que vous puissiez répondre à la question pourquoi lorsque vous abordez la motivation. Pourquoi est-ce que vous voulez trader? Il est important que vous puissiez aborder, pardonnez-moi, il est important que vous puissiez aborder cet aspect de la chose. Donc, force et faiblesse. En termes de motivation, si votre motivation est très forte, vous me mettez dans le domaine des forces. Tout ici qui représente un atout majeur pour vous entre dans la catégorie des forces. Et tout ce qui manque par rapport à ces divers aspects ou ce que vous aurez ajouté entre dans la colonne des faiblesses. En diagnostic extérieur, il s'agit d'observer, de déceler, de relever euh, au niveau de votre environnement les opportunités et les menaces à travers les voyages, si vous aviez planifié des voyages, si vous êtes déjà en cours de formation et que vous préparez un diplôme, si vous êtes en déménagement ou avez prévu un déménagement, la stabilité économique ou politique du pays où vous êtes, est-ce que vous devez toucher un héritage, des revenus divers, mariage, etc. Donc, une fois cela fait et établi, il est question de pouvoir passer au niveau du budget. Euh, Voilà. De pouvoir regarder dans l'organisation de votre budget, en fait, quels sont les divers éléments qui entrent en ligne de compte pour une planification financière. Et nous avions pris comme exemple Monsieur X qui, en termes d'entrée, a ces diverses lignes qui représentent un montant de 1 170 000 et en termes de dépenses, loyer, électricité, etc., dont le total représente 480 000, pardon, ce qui donne en net 690 000 francs. Et ces 690 000 francs sont dans la caisse et elles sont réparties plutôt en allocation à travers une épargne bancaire, un capital assurance,
et qui est une police d'assurance. Donc, ceci, en fait, est un investissement passif. Et des divers. Des divers, donc, tout ce qui peut, à un moment donné, ou à un moment ou un autre donné, euh, peut survenir comme imprévu, peut être géré par cette case. Et c'est dans cette case qu'il alloue 80 000 pour son capital pour le trading business. Donc ici, si on fait la somme revient au même, 690 000. Et ici, il va lui rester plus rien s'il alloue cela, mis à part son épargne en banque. Ce qui nous amène donc répartition. En prévisionnel, il prévoit investir 80 000, donc sur toute l'année, sur tous les exercices comptables 2024. Nous disions que dans les pays anglophones, on divise l'année en quarts. Chez les Français, dans le pays francophone, c'est en trimestre, mais chez eux, ils appellent ça des quarts. Donc, et dans chaque quart, il y a 3 mois. Donc de janvier à mars pour le premier trimestre, le premier quart, d'avril à juin pour le deuxième quart, de juillet à septembre pour le troisième et d'octobre à décembre pour le quatrième. Et donc, M. X décide d'allouer 20 000 francs à chaque début de trimestre, 20 000 francs par trimestre. Et il a déjà ce montant et il n'y touche pas, il ne change rien à cela, peu importe les rentrées qui vont arriver. Ce qui fait un prévisionnel investissement de 80 000 francs. Capital de trading, OK? 80 000 francs venant de ses propres poches, de ses propres fonds. Et ici, il va noter les performances qui seront faites, qui auront été faites en janvier, février, mars, etc. Nous vous expliquions que nous ne voulions pas que vous fassiez de prévision de profit parce que l'une des premières lois que nous enseignons, c'est que c'est le marché qui décide. C'est le marché qui décide et vous imposez une marge dans cette première année, vous imposez un modèle donné alors que vous n'avez rien commencé, vous n'avez même pas fait une année de simulation, peut s'avérer être très, 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 très dangereux pour vous. Très dangereux pour vous au niveau psychologique en termes de contraintes parce que vous allez vouloir atteindre cet objectif coûte que coûte et vous allez briser, vous allez désobéir à certaines règles. Donc, pour cette première année X, pour cette première année, donc, Monsieur X va plutôt observer comment est-ce qu'il performe de façon générale sur le marché. Voilà. Et nous avions montré la réactivité du tableau au fur et à mesure. Donc, pour plus de détails, nous vous invitons à vous reporter à la vidéo de la première session. Voilà. Et dans la troisième feuille, euh, dans le troisième classeur, nous avons parlé des stratégies d'autofinancement. La stratégie d'épargne simple, qui au bout d'un an de dépôt régulier donne 120 000 francs, régulier de 10 000 francs par mois, donne 120 000 francs à la fin de l'année. La stratégie avec un taux d'intérêt épargne avec taux d'intérêt composé de 10%, qui à la fin de l'année donne toujours sur un dépôt initial seulement de 10 000, donne 31 000. Et la stratégie avec le dépôt initial, qui est donc la combinaison des deux, hein, cette stratégie est la combinaison des deux. Donc, cette fois-ci avec un taux de 1%, donc dépôt initial 10%, 10 000, taux 1%, nous ramène à 138 000 francs à la fin de l'année. Si nous changeons ce taux, OK, si nous changeons ce taux, ça nous donne 245 000, puisqu'on avait 10% ici. Si nous revenons à 10%, 10% ici, ça nous donne 245 000 à la fin de l'année. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous disions donc qu'il était important de prendre en compte le fait que déposer est toujours important, quels que soient les profits que vous faites sur le marché. Déposer au fur et à mesure que vous évoluez, augmenter le capital par vos apports est toujours important, quels que soient les profits que vous faites sur les marchés. Oui, vous allez retirer des gains, partiellement ou totalement, mais il faut penser à alimenter votre capital parce que sans le capital, vous ne pouvez pas agir sur les marchés financiers. Voilà. Donc, ceci étant dit,
Nous revoici dans notre session et aujourd'hui, nous allons parler de l'observation du marché. Nous allons commencer par d'abord parler de cette plateforme. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà. Nous allons parler de cette plateforme qui s'appelle CTrader. Alors, c'est une plateforme qui est légère. C'est pour ça que je l'aime bien. Elle est légère et elle donne la possibilité de s'entraîner. Elle donne la possibilité de s'entraîner. D'accord? C'est une plateforme qui, comme vous le voyez ici, permet la programmation d'algorithmes de trading, ok, que ce soit pour des indicateurs ou pour des robots. Mais ça, nous allons en parler plus tard. C'est un peu trop tôt. Nous en parlerons plus tard. Seulement si vous êtes curieux et que vous êtes trop pressé, comme vous le voyez, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur la page officielle de CTrader. D'accord? Voilà. Donc, CTrader, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de trading algorithmique. C'est une plateforme professionnelle qui est basée sur le langage C#. OK? C'est un langage de programmation créé par Windows. Et c'est une plateforme qui est très légère, comme je disais, et qui facilite beaucoup le, la pratique, en ce sens que vous avez la possibilité sur cette plateforme de faire de la simulation de marché hors marché avec n'importe quel capital que vous mettez. Donc, rapidement, nous allons la passer en revue. Alors, ici, vous avez les divers modes d'affichage des graphiques. Chart, ça veut dire graphique. D'accord? OK. Ensuite, ici, vous avez la liste des symboles qui sont disponibles à observer. D'accord? Vous avez tous les symboles, vous avez ma liste, vous sélectionnez, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, vous pouvez sélectionner autant que vous voulez tout ce qui est disponible à partir de la plateforme. Ensuite, vous avez les boutons zoom et dézoomer, d'accord, les loupes. Vous avez ensuite le mode d'affichage du graphique. Est-ce que c'est un graphique en chandelier japonais, un graphique en barre, un graphique en ligne, un graphique en pointillé, etc., etc. Nous allons utiliser essentiellement le graphique en chandelier japonais. Qu'est-ce qu'on appelle chandelier japonais? Ne vous en faites pas. Pour vous, tout ce qui est nouveau, nous allons vous en parler en long et en très large. OK? Ensuite, ici se trouve l'onglet pour les indicateurs. Comme vous le savez, nous n'utilisons pas beaucoup, pas vraiment d'indicateurs. Cet onglet, lui, correspond à tout ce qui est robot de trading, donc algorithme de trading automatique. Cet onglet vous permet de sélectionner les dessins et les indicateurs qui sont présents. Donc ici, vous pouvez cacher tous les dessins que vous aurez fait avec ce bouton. Ici, vous pouvez sauvegarder les modèles d'indicateurs que vous aurez sélectionnés pour pouvoir les appliquer directement sur n'importe quel graphique. Ici se trouve la page de ce qu'on appelle les time frames ou périodes, d'accord? Donc M1 veut dire 1 minute, M5 veut dire 5 minutes, M15 veut dire 15 minutes, M30 veut dire 30 minutes, H1 veut dire 1 heure, H4 veut dire 4 heures, D1 veut dire un jour, W1 veut dire une semaine, donc weekly, ok? Weekly, daily, et le grand M ici veut dire monthly, soit un mois. Voilà. En quoi est-ce que cela est intéressant? En ce sens que tout ce que vous devez comprendre, c'est que, par exemple, actuellement, nous sommes sur la période où le time frame H1, ce qui veut dire que chaque barre que vous regardez représente le cours du prix durant 1 heure de temps. Chaque barre que vous regardez représente le cours du prix durant 1 heure de temps. D'accord? Le graphique, qu'est-ce que c'est? Le graphique, c'est l'historique, OK, des mouvements du prix. Donc, le graphique nous montre une histoire. D'accord? Et nous pouvons plonger dans cette histoire en fonction de, du type de période à partir de laquelle nous observons le graphique. Donc, si je viens en mois ou monthly, ici, chaque barre ou bougie, puisqu'on est en chandelier japonais, donc chaque bougie représente un mois
de fluctuation de prix. Puis, je viens en W1, ça fait une semaine. Je viens en D1, ça fait chaque bougie représente un jour. Je viens en H4, chaque bougie représente 4 heures. Donc, ça met 4 heures de temps à se former. Ainsi de suite jusqu'à M1, où chaque bougie a pris 1 minute pour se former. D'accord? Bien, je vais revenir en D1. Voilà, D1. Donc, nous observons le graphique en D1. Donc, comme vous le voyez, le graphique est composé d'abscisses et d'ordonnées et il évolue dans le sens de la droite vers la gauche, en temps réel, de la droite vers la gauche. Aujourd'hui, nous sommes samedi, les marchés sont fermés, mais ne vous en faites pas, nous allons rouvrir ce graphique dimanche soir et toute la semaine qui vient. Donc, ici, sur la colonne de droite à droite en ordonnée, vous avez l'ensemble des niveaux de prix. Donc, du plus bas en bas au plus haut. OK? Et ça continue. On peut pousser le graphique en haut, ça continue. À l'infini en bas, à l'infini en haut. Tandis que en abscisse de la droite vers la gauche, vous avez les dates et heures. Donc, si je clique sur le pointeur en croix, vous verrez que là, le croisement de cette ligne verticale et de cette ligne horizontale, OK, on est sur le niveau de prix 6,6162, pardon, et nous sommes à la date du 27, non, du 27, 27, non, oui, si, pardonnez-moi. Donc, nous sommes positionnés sur le 27 décembre 2023. Alors, je reviens à la date du jour. Nous sommes sur le 7 décembre 2023, 22 heures, 22 heures. OK? Et il en est ainsi aussi loin que le graphique permet de charger. OK? Et donc, si nous regardons ici, nous sommes en 2018, 20 août 2018. Bien. Observez le graphique. Donc, il est question pour nous de pouvoir observer le graphique. Dans ces lignes verticales, nous avons en fait les mois. C'est ce que nous appelons dans les paramètres des séparateurs de période. D'accord? Donc, chaque espace entre ces grandes lignes verticales noires représente un mois. Et la première qualité d'un bon trader, c'est l'observation. La première aptitude qu'un bon trader doit avoir, c'est une observation pointue. C'est un œil entraîné, un œil très avisé qui lui permet de faire des analyses le plus rapidement possible. Bien. C'est l'occasion ici pour nous de parler alors de la devise ou de la paire de devises, parce qu'ici nous sommes en USD, DKK, et DKK c'est la couronne danoise. C'est la paire sur laquelle nous avons décidé de vous entraîner, parce que elle n'est pas très violente, pas très manipulée, et elle respecte beaucoup les patterns qu'elle montre. Les opportunités qui apparaissent sont majoritairement respectées. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de vous entraîner sur cette paire-là. Et après, nous irons sur d'autres paires. Donc, USD, DKK, qu'est-ce que ça veut dire? Le Forex fonctionne de façon à ce que, en fait, vous ayez affaire à des paires de devises. Donc, quand vous avez USD et DKK, ça veut dire que ici, vous êtes sur un graphique qui montre l'évolution du cours de devises entre le dollar et la couronne danoise. Et là, nous sommes sur le Forex. Toutes les paires de Forex, tout ce qui est actif du Forex fonctionne en forme de paire. Donc, c'est une devise contre une autre. Une devise contre une autre, comme nous le regardons ici, euro-USD, qui est la paire de devises la plus populaire dans le monde entier, la plus tradée. Euro-USD, c'est donc l'euro contre le dollar américain. GBP-USD, c'est la livre sterling, donc le pound britannique contre le dollar américain. Euro JPY, GPY, donc
JPY en anglais, c'est l'euro contre le yen japonais. D'accord? USD, JPY, c'est le dollar américain contre le yen japonais. AUD, donc Audi USD, c'est le dollar australien contre le dollar américain. USD CHF, c'est le dollar américain contre le franc suisse. USD CAD, c'est le dollar américain contre le dollar canadien. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. XAG USD, c'est le platine contre le dollar américain. Et XAU USD, c'est l'or contre le dollar américain. Vous verrez qu'à partir du moment où on passe sur d'autres actifs, on n'a plus de parité de pair. Et là, vous comprendrez qu'on n'est plus dans le Forex. On n'est plus dans le Forex, d'accord? Là, par exemple, l'USD 500, c'est l'index américain des 500 meilleures entreprises et industries américaines, toutes catégories confondues. Donc, on appelle le Dow Jones. US 30, non, pardon, pas le Dow Jones, autant pour moi, c'est le Dow Jones qui est l'US 30. L'US 500, c'est le S&P 500. L'index S&P 500. US Tech 100, c'est le Nasdaq. Voilà. Et ainsi de suite. Lufthansa, c'est le cours de l'action de Lufthansa, etc., etc., etc. Nous restons donc sur cette paire calme, euh, réactive et tout. Et en observant le marché, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? D'ores et déjà, nous remarquons que il y a des bougies bleues et il y a des bougies rouges, ou il y a des barres bleues et il y a des barres rouges. D'accord? Voilà. Et en vérité, c'est dû au fait que nous avons paramétré ce graphique de façon à les faire apparaître ainsi. Donc, nous avons choisi pour des bougies haussières la couleur bleue, bleu ciel ou bleu royal, et pour les bougies baissières, la couleur rouge. Comprenez? Donc, que pour les bougies haussières, c'est-à-dire les bougies qui vont vers le haut, OK? Et les bougies baissières, les bougies qui vont vers le bas. Donc, les bougies qui vont vers le haut sont en bleu, comme vous le regardez dans ce mouvement-ci, une majorité de bleu, comme ici, du bleu. Et les bougies qui vont vers le bas, ici, sont en rouge. OK? Donc, nous dirons souvent bougie haussière, bougie baissière. Ou alors, nous dirons les boules et bears. Boule pour les taureaux, qui va être synonyme de bougie haussière, et bears pour les ours, qui va être synonyme de bougie baissière. Et donc, lorsque le prix part du bas vers le haut dans un mouvement haussier, d'accord? Permettez. Donc, lorsque le prix va vers le haut, dans un mouvement haussier, OK? Nous disons que ce sont les acheteurs qui prennent la main. Et lorsque elle va vers le bas, nous disons que ce sont les vendeurs qui prennent la main ou qui dominent. D'accord? Nous utilisons souvent ces termes-là. Donc, les acheteurs ont pris la main, les acheteurs poussent le marché vers le haut et les vendeurs poussent le marché vers le bas. Donc, retenez bien ça, ça va être très important pour la suite. Les acheteurs poussent le marché vers le haut et les vendeurs poussent le marché vers le bas. D'accord? OK. Donc, dans notre exploration de la plateforme, vous pouvez voir ici qu'il apparaît deux colonnes avec une au centre. D'accord? Et nous vous expliquerons
le pourquoi de cela. Parce que dans le trading, il y a ce qu'on appelle les, les, les modules de suivi du marché en temps réel. Donc ici, c'est la part, c'est le prix à la baisse et le prix à la hausse pour toute position que vous voudrez prendre. Nous reviendrons dessus lorsque le marché sera ouvert. Ce que nous voulons pour vous, c'est de pouvoir déjà entraîner vos yeux, déjà accommoder votre cerveau et vos yeux à regarder le graphique de façon générale à travers les time frames qui sont disponibles. Accommoder le graphique de façon générale, accommoder votre cerveau au graphique, ok? Donc, comprendre là où il y a les bougies rouges, les vendeurs ont pris la main, à partir de quel niveau? À partir d'ici jusqu'à ici, on voit les prix, les niveaux de prix, et vous verrez les dates aussi. Donc, ici, on est le 9 novembre, le 12 novembre 2017 à 22 heures. Ici, on est le 31 janvier 2018 à 22 heures. Donc, il est question d'accommoder vos yeux et votre cerveau à regarder le graphique et à le parcourir d'un time frame à un autre, tout doucement, sans forcer, juste à comprendre l'amplitude des mouvements, l'amplitude du prix, s'accommoder aux diverses formes de bougies dont nous allons parler. Les diverses formes de bougies que vous remarquez, celles qui sont très longues, celles qui laissent un fil, un trait comme celui-ci que nous appelons des mèches. D'accord? Entraînez vos yeux et votre cerveau à s'accommoder à cette vision, car pour certains, ça peut être rébarbatif, pour certains, ça peut donner la nausée, quand on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Et ce qui va nous amener à ce niveau, où nous voyons de grandes bougies, OK, et que nous ne comprenons pas forcément ce que ça veut dire. Voilà. Donc, l'observation du marché doit prendre en compte le fait que vous devez comprendre aussi quel est, quel est le rôle que jouent les bougies dans le chandelier japonais. Dans le chandelier japonais, qui a été créé par un japonais dans les années 1100, qui a vécu, oui, voilà, dans les années 1100. Alors, c'est très simple. On va s'habituer à faire des recherches sur le marché. OK, chandelier japonais pour tous les nouveaux et aussi pour les anciens. On va revenir aux bases. Chandelier japonais. OK, le chandelier japonais, comme vous le voyez, voilà. C'est un mode de lecture du prix qui a été créé par un japonais et qui est très utilisé par les traders japonais et aussi très utilisé à travers toute la catégorie de traders que l'on appelle les chartistes. OK, le fondateur, Munehisa Homma. OK, ah, pardonnez-moi, j'ai dit 1100, c'était pas 1100. Ça, c'était autre chose qui était apparu en 1100. Le marché remonte très loin, donc vous voyez 1724 à 1803, il a vécu, nationalité japonaise, opérateur de marché, marchand de riz. Il est mort en 1803, donc Marché, surnommé le dieu des marchés, considéré comme le père de l'analyse en chandelier. Il a amassé une immense fortune en jouant sur le prix du riz. Honma fut également consultant financier pour le gouvernement japonais. Il est mort en 1803, laissant à la postérité 2 livres sur le fonctionnement des marchés desquels résulte aujourd'hui l'actuelle théorie des chandeliers, Sakata Senho et Sobasani no Den. L'analyse des chandeliers est une méthode d'analyse
technique. Ces ouvrages prouvent que l'analyse en chandelier existait bien avant l'analyse technique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce n'est que bien plus tard, en 1991, que Steve Nissen révéla les chandeliers japonais au monde occidental grâce à son livre Japanese Candlestick Chart in Technique. OK? Bien. Donc, nous revenons ici. Et nous voulons considérer ce graphique. Ah, le navigateur me joue des tours. Voilà. Donc ici, vous avez bougie baissière et bougie haussière. Ici, la bougie haussière est de couleur verte. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut changer les couleurs. D'accord? La bougie haussière est de couleur verte ici. Ici, la bougie baissière est de couleur rouge, avec le sens du mouvement. Bien. Comment est-ce que vous pouvez comprendre le sens du mouvement? Okay? Vous regardez les mèches et les ombres ici. Et vous devez comprendre ceci. Il est très important, surtout pour ceux qui sont en train de s'habituer au marché, que lorsque vous regardez une bougie qui est haussière, le prix d'ouverture de la bougie commence en bas. Et le prix de fermeture est en haut. Qui est tout à fait le contraire quand on regarde la bougie baissière. Le prix d'ouverture est en haut et le prix de fermeture est en bas. D'accord? Je vous rappelle que nous sommes sur Internet, vous pouvez rapidement trouver cet élément. Nous vous donnerons aussi de la documentation en rapport avec cela. D'accord? Donc, pour ces deux bougies, le niveau le plus bas de prix est ici, en bas, et le niveau le plus haut de prix est en haut. Mais le prix d'ouverture de la bougie haussière est ici. OK? Et le prix d'ouverture de la bougie baissière est ici. Et son prix de fermeture est là. Donc, ouverture, fermeture pour la hausse, ouverture, fermeture pour la baisse. C'est ce qui, justement, justifie le mouvement dans lequel ces bougies s'affichent et se forment. Dans une bougie, il y a deux catégories. Il y a la première qu'on appelle le corps de la bougie, qui renferme la couleur, qui renferme la barre en elle-même, puis les mèches ou ombres supérieures et inférieures quand elles existent. Ce qui nous ramène à notre graphique, OK? Ce qui nous ramène à notre graphique où nous pouvons voir donc sur cette bougie, nous avons prix d'ouverture. Je vais prendre mon stylo. Prix d'ouverture, prix de clôture, puis prix d'ouverture, prix de clôture. Et ça, c'est le corps. Et là, vous avez les mèches. Donc, par exemple, sur cette bougie, les mèches n'étant pas trop grandes, les niveaux le plus haut et le plus bas ne sont pas loin des prix d'ouverture et de clôture. Mais sur celle-ci, nous allons agrandir le graphique pour bien voir. Donc, nous disions prix d'ouverture avec point le plus bas et prix d'ouverture avec, voilà, avec point le plus haut. Donc, quand nous regardons ce corps de bougie qui se déplace dans ce sens plutôt, ok, qui se déplace dans ce sens, comparé à cette bougie a des mèches. Elle a de grandes mèches, surtout la mèche supérieure. OK? Voilà. Donc, cette mèche supérieure, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le mouvement du prix. Le prix était arrivé à ce niveau et est revenu en arrière. D'accord? Donc, quand vous regardez les mèches, quand vous voyez des mèches sur une bougie, il faut comprendre que le prix a fait le parcours de cette distance-là, qui est ici, OK? Et il est redescendu. Ce qui veut dire que les acheteurs ont poussé le prix jusqu'à ce niveau et le prix a été repoussé par les vendeurs. Ici, vous regardez cette bougie baissière, il y a prix d'ouverture, il n'y a pas de mèche, et là, prix de clôture. Et le marché descend. Il va à la baisse, mais le marché était venu jusqu'ici avant de remonter. D'accord? OK.
Je sais que ça va sembler un peu confus pour les nouveaux, mais on va tout de suite faire une application. Donc, vous voyez, si vous regardez ce bouton ici sur la plateforme CTrader, ce bouton vous permet de simuler le mouvement du marché. C'est ce qu'on appelle un backtest, de faire un backtest. Donc, on va cliquer dessus et cliquer sur le graphique. Et voici l'onglet qui s'affiche, dans lequel nous allons choisir le capital initial, nous allons choisir la date, le mois, l'année à partir duquel nous voulons commencer à backtester. D'accord? Donc, on va commencer à partir du 3 mars 2020 jusqu'à ce jour. Et l'heure à laquelle nous commençons est bien l'heure de 17 heures. Barème d'ouverture prix M1, nous laissons. Et vitesse de lecture de la simulation, ici, nous sommes à 10 000 unités de temps. Donc, 10 000 unités de temps. Et nous démarrons. Lorsque nous démarrons, il va charger les données de marché historique, donc l'historique de marché, et nous afficher un onglet de backtesting. Donc, nous allons lui laisser le temps de charger. Donc, c'est ce qu'on appelle le replay, ou bien rejouer le marché, market replay. Et nous utilisons cette fonctionnalité de la plateforme pour pouvoir backtester les stratégies, pour pouvoir rejouer le marché et voir si nous avions été devant le marché, telle position, est-ce que ça colle avec ce que nous montre le marché? Est-ce que notre psychologie de trading, notre psychologie d'analyse et de réactivité nous colle avec ce que le marché nous dit? Si nous étions dans ce marché comme ça, est-ce que nous ferions des profits? Voilà, parce que le marché a des conditions variables et changeantes. Nous verrons cela encore sous peu. Le marché a des conditions variables et changeantes, ce qui fait que une stratégie, lorsqu'elle est appliquée, peut ne pas donner dans certaines conditions et donner dans d'autres. Et ça, l'exercice que vous allez recevoir ce soir va vous permettre de comprendre pourquoi je dis cela, va vous permettre d'aborder ou d'appréhender cette situation. Donc, nous sommes en train de charger des données pour la devise USD DKK, donc dollar américain contre couronne danoise. Nous allons le laisser charger. Donc la première qualité d'un bon trader, c'est l'observation. La deuxième qualité d'un bon trader, c'est la réactivité. Son niveau de réactivité par rapport à ce qu'il regarde, ce qu'il constate, ce qu'il observe, ce qu'il voit du marché. Alors, on va essayer de charger moins lourd. OK. Excusez-moi, j'ai deux écrans, donc ça s'ouvre sur mon deuxième écran. On va prendre, aujourd'hui, nous sommes le 8. On va prendre, oui, pourquoi pas. Nous sommes le 8 décembre, nous allons prendre le 7 novembre. Espérons que la connexion ne nous fasse pas défaut. Le problème de cette plateforme, c'est qu'elle est, pour fonctionner, elle doit être connectée à Internet, obligatoirement. Tandis que d'autres plateformes, comme MetaTrader, que nous allons voir plus tard, a un fonctionnement plutôt tranquille. On peut faire certaines choses quand on n'est pas connecté à Internet, ce qui n'est pas évident avec cette plateforme-ci, car elle a été programmée pour rester connectée à ses serveurs, pour justement afficher certaines données indicateurs, certaines données algo, et il y a toute une base de données liées au copy trading qui sont dépendants de la connexion. Voilà, donc. Alors, cet onglet s'ouvre et voici à quoi ressemble l'onglet pour backtester. Donc, vous avez la barre de lecture ici et la barre de vitesse de lecture. Nous allons effacer cet indicateur pour l'instant. Nous allons le masquer. Et donc là, vous avez une simulation du comportement de marché en temps réel. D'accord?
Donc, comme je vous le disais, ce panneau vous permet de voir le prix auquel vos positions vont être prises si elles sont en sell sur la gauche et si elles sont en buy sur la droite. La couleur varie compte tenu du mouvement du marché. Ici, c'est orange pour un marché qui descend et vert pour un marché qui monte, peu importe la couleur des bougies que nous avons sélectionnées. Donc là, nous sommes en accéléré et vous remarquez que donc le marché va des fois dans une direction et puis il se retire. Quand il se retire, il laisse un trait. Il laisse un trait. Et c'est ça, ce trait qui est une ombre ou une mèche. Et c'est pour ça que nous disons que c'est le niveau, c'est un niveau que le prix avait atteint et il s'est retiré. Tout comme à l'instant, c'était une bougie bleue au départ, puis c'est devenu une bougie rouge. Ainsi de suite. Donc le marché s'est retiré, c'est une bougie baissière. Ça a commencé en rouge ici, ça a terminé en bleu. Ça a commencé en bleu, ça a terminé en rouge. Voilà. Donc, nous vous montrons ceci pour que vous compreniez une première règle d'analyse. Première règle d'analyse, n'analysez le marché que sur les bougies qui sont fermées. Lorsque vous êtes en train de regarder le marché comme maintenant et que vous voulez faire une analyse en temps réel de ce qui se passe, attendez que la bougie en cours soit fermée. D'accord? Je ne peux pas dire pendant qu'elle est en train de descendre là que c'est une bougie baissière parce que je ne sais pas comment est-ce qu'elle va se fermer. Tant qu'elle n'est pas fermée, je ne sais pas quel type de bougie elle est. Je ne sais pas de quel type de bougie il s'agit. Vous voyez? Donc, faire attention, véritablement attention à ça. L'onglet de backtesting dans CTrader nous permet de mettre une pause à la lecture, de lancer la lecture ou de l'arrêter, ou de passer à la lecture bougie par bougie. Ce qui nous permet donc d'analyser le marché sur des bougies fermées, de faire des dessins, de tracer des lignes, de faire des graphiques, de mettre des rectangles, de faire tout ce qu'on veut, et de lancer la lecture du marché plus rapidement si nous le voulons, bougie par bougie, etc., etc. OK? Voilà. Donc, nous vous invitons à véritablement vous approprier cette plateforme. Beaucoup des exercices que nous aurons à faire passeront par cette plateforme ou par TradingView. Donc, je vais déjà effacer ceci. Il y a plusieurs langues hein, sur cette plateforme, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, nous allons sortir en fermant ici. Nous sommes à nouveau sur notre graphique en D1 et je veux revenir sur le graphique en D1. Nous avons fait la première phase d'observation. C'est juste la première phase. Nous ne sommes pas encore entrés en détail. Nous savons que les bougies haussières s'ouvrent à partir du bas ici. Leur prix d'ouverture est en bas, tandis que le prix d'ouverture des bougies haussières est à la hausse. Des bougies baissières, pardon, est à la hausse, en haut. Les mèches représentent le sens dans lequel le marché était allé avant de se retourner légèrement ou de revenir sur ses pas dans cette bougie. Dans cette bougie. D'accord? Et donc, ce qui nous donne les points les plus bas et les plus hauts de la bougie, avec le corps qui porte la couleur de la bougie et les mèches. N'est-ce pas? Bien. Donc, une fois cela étant compris, ici, nous sommes dans une période D1, ce qui veut dire que toutes les bougies que nous regardons sont des bougies qui se sont formées en une journée. Chaque bougie représente one day, un jour. OK? Donc, de cette observation, surtout pour vous qui n'avez pas le temps dans la journée, voici la façon la plus bête et stupide, la plus simple et la plus stupide à la fois de trader. Vous pouvez trader une bougie après l'autre. Nous allons bientôt, dans la semaine qui vient, aborder le concept de la structure du marché.
présenté par Richardo, mais nous allons d'abord comprendre pourquoi est-ce que nous disons que c'est la méthode la plus bête. Nous allons vous laisser vous entraîner sur cette méthode et remarquer par vous-même la plus simple et la plus bête. Nous avions dit que cette formation serait dénuée de bourrage de cerveau et nous tenons nos engagements. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que le prix varie en fonction de la dominance ou des acheteurs ou des vendeurs. Le prix varie en fonction, je ne sais pas pourquoi lui me fait des histoires. Voilà. Le prix varie en fonction de la dominance ou des acheteurs ou des vendeurs. D'accord? OK. Donc, à partir de ce moment, le graphique ici, c'est ce que nous appelons le marché. Nous sommes sur le marché de l'USD DKK. Et ça, pour nous, c'est un marché financier. Tout ce graphique nous montre l'historique de l'évolution du prix en fonction des acheteurs et des vendeurs. Donc, quand nous avons l'USD DKK, nous avons des gens, OK, pardonnez mon dessin rudimentaire, du côté gauche, et nous avons des gens du côté droit. Ne tenez pas en compte les symétries des gens, mais peu importe, OK? Voilà. Qu'est-ce qu'un marché? Le marché, c'est l'opposition entre des acheteurs et des vendeurs. Pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait quelqu'un qui veut acheter un produit, un service, un actif, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à vendre un produit, un actif, un service, etc. D'accord? Sur tous les marchés, cette règle est la même. Sur tous les marchés, quels qu'ils soient, cette règle est la même. Peu importe le type de marché sur lequel vous allez, c'est toujours la même règle. Il vous faut un acheteur et un vendeur. Au départ, qu'est-ce que chacun a comme capacité pour venir? Chacun vient avec soit, par rapport à ce qu'il veut acheter, soit une quantité, donc un stock, OK? Soit de la liquidité, donc une capacité financière. Et sur les marchés financiers, nous allons beaucoup parler de liquidité parce que c'est la liquidité qui fait bouger le prix. C'est la liquidité qui fait bouger le prix, c'est la liquidité qui fait bouger le marché. D'accord? Donc, nous sommes sur un marché, tout comme nous pourrions être dans une foire, tout comme nous pourrions être dans un magasin, tout comme nous pourrions être dans un marché physique. Le grand marché de Dakar, le marché Sandaga, le grand marché de Lomé à Sigamé, le grand marché le grand marché de Cotonou à Papa, etc. OK? Donc, sur un marché, il faut qu'il y ait un acheteur et un vendeur pour faire des transactions. Mais la transaction ne peut avoir lieu que s'il y a accord, d'accord, entre l'acheteur et le vendeur sur la base de la liquidité, c'est-à-dire sur la base de la capacité d'achat, la capacité financière. OK. Donc, lorsque nous regardons le marché, ici, quand les bougies sont baissières, quand les bougies sont baissières, ça veut dire que les vendeurs dominent le marché. Les vendeurs dominent le marché. Donc, c'est une pression de vente. Et quand les bougies sont haussières,
ça veut dire que les acheteurs dominent le marché. C'est une pression à la hausse. Mais ça veut dire aussi et surtout autre chose. Ça veut dire qu'à ce niveau de prix, oups, pardon, je vais avoir du mal avec celui-là. Ça veut dire qu'à ce niveau de prix, ce prix ici, à partir de ce niveau de prix, que nous regardons dans la colonne sur la droite, nous avons 6,8604. À partir de ce niveau de prix, OK, il n'y a pas d'acheteur. Il n'y a pas d'acheteur. La preuve, c'est que vous ne voyez que des bougies rouges, bougies rouges, bougies rouges, bougies rouges, bougies rouges. Les acheteurs sont noyés dans le flux de vente. À ce prix, il n'y a pas d'acheteur. Ça veut dire que ce prix est trop cher pour un acheteur. Ce prix est trop cher pour un acheteur. Et à partir de ce niveau de prix, qui est 6,6294, le marché est remonté. Ça veut dire qu'à partir de ce prix, les acheteurs ont dominé, donc il n'y avait plus de vendeurs. Il n'y avait plus de vendeurs pour ce prix-là, jusqu'à la hausse. Et au marché, quand vous allez au marché, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une fluctuation de ce qu'on appelle le prix acheteur et du prix vendeur. Ce que nous appelons, dans un terme de marché, l'offre et la demande. D'accord? L'offre et la demande. Eh bien, ça, c'est le deuxième terme qui va revenir énormément dans notre formation, l'offre et la demande. Un produit offert à ce prix, si tous les acheteurs attendent que ça vienne ici, ce monsieur ne peut pas vendre. Or, il a des stocks sur les bras et il veut se réapprovisionner. OK? On va dire que X ici a du stock sur les bras, il veut se réapprovisionner, mais Y n'entend pas cela de cette oreille et lui dit c'est à ce prix qu'il veut acheter. Et Y, il n'est pas seul. Il a des Y1, Y2, Y3, enfin, il y a YZ et tout, plein de gens avec lui. Et X aussi, il n'est pas seul. Il a plein de gens avec lui. D'accord? Donc, il faut trouver un terrain d'entente. Et donc, quand ce vendeur dit, bon, OK, je n'ai plus de marge, je suis prêt à vendre à ce prix, euh, qu'est-ce qui fait que le prix descend? Sur la loi du marché, c'est quand il y a peu de demandes et beaucoup plus d'offres que le prix chute. Quand il y a trop de choses à vendre et peu d'acheteurs, on casse les prix. Donc le prix est cassé. Certains appellent ça des soldes. OK? Certains appellent ça des soldes, d'autres appellent ça des discounts. En anglais, pardonnez mon écriture de crabe avec mon stylo. Voilà. Discount. OK? Et à partir de ce niveau de prix, ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a plus de demandes à ce niveau, plus d'acheteurs que de vendeurs. Et là, forcément, le prix monte. Mais si déjà à ce niveau, tout ce qu'il y avait à vendre a été absorbé, donc on ne peut plus rien trouver à ce niveau de prix ici. On ne peut plus rien trouver à ce niveau de prix ici. Le prix va continuer à monter. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voici l'effet d'une inflation. OK? Le prix enfle. Inflation. C'est aussi l'effet d'une pénurie. Quand il y a pénurie de quelque chose, le prix augmente, tout comme une pénurie de carburant, par exemple. Et donc là, le prix gonfle. Donc ici,
Nous venons d'expliquer brièvement pourquoi le prix monte et pourquoi le prix descend. Et c'est quelque chose que nous vivons chaque jour en allant au marché, en allant dans une foire, etc. C'est une question de quantité vendue, d'adhésion d'acheteurs et des vendeurs sur des prix donnés. OK? Donc, c'est très, très, très important. Prenez le temps de suivre cette vidéo, de la réécouter. Maintenant, vous me direz, mais Patrick, d'où vient maintenant la stratégie dont tu parles qui est bête, stupide, qui est simple, à la fois simple, bête et stupide? Ben, nous sommes en D1. Si vous n'avez pas le temps de trader, chaque bougie ici prend 24 heures pour se former. Si vous arrivez, je vais lancer le backtest pour que tout le monde puisse comprendre de façon vraiment claire, 12 septembre, OK, ce qui se passe, de quoi je suis en train de parler. Chaque bougie ici se forme en 24 heures. Je répète, chaque bougie ici se forme en 24 heures. Si chaque bougie est formée au bout de 24 heures, ça veut dire que pendant tout le temps, souvenez-vous de la première règle, toujours faire son analyse à partir sur la base de bougies fermées, pas de bougies ouvertes en cours d'ouverture, en cours de mouvement. D'accord? Donc, si ça, c'est une bougie d'un jour, ça veut dire qu'elle s'est ouverte à minuit le premier jour, elle s'est ouverte à minuit et s'est fermée à 23h59. Parce qu'à minuit, une nouvelle bougie va s'ouvrir. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Je reprends. Donc, si je suis sur cette bougie ici, cette bougie s'est ouverte ici à minuit et s'est fermée à 23h59. L'autre bougie s'est ouverte à minuit et s'est fermée à 23h59. L'autre bougie s'est ouverte à minuit, s'est fermée à 23h59. Donc, entre minuit et 23h59, cette bougie, le prix est allé en bas, le prix est allé en haut, il est peut-être revenu bien en bas, etc. Mais il s'est fermé ici. Et c'est pareil pour toutes les autres bougies. Bougie baissière, cette bougie, son prix d'ouverture est arrivé à minuit. OK, nous voyons une mèche ici. Donc, le marché est descendu jusqu'à ce niveau. Puis la bougie est remontée et elle s'est fermée à ce niveau à 23h59,59 secondes. Et paf, une nouvelle bougie s'est formée. Donc, ce qui nous amène à regarder sur notre graphique de backtest. Donc, cette petite fenêtre, en fait, vous affiche le temps restant pour la fermeture d'une bougie quand vous êtes sur le marché en temps réel. Ici, nous ne le sommes pas encore. Donc, nous sommes en graphique daily. OK? Donc, la bougie est en train de se former. La connexion qui l'embête. Cette bougie est en train de se former. Et donc, la stratégie de trading la plus bête qui est utilisée par rapport à ce genre de situation, la plus simple et la plus bête, c'est de trader la bougie. Trader sur la base de la bougie précédente. Qu'est-ce que ça veut dire? Je mets pause. Je mets une pause sur ce marché. Votre rôle en tant que trader, c'est de prévoir le mouvement du marché et de vous positionner en fonction de là où le marché va. Si le marché va à la hausse, vous avez pris position au bon endroit à la hausse. À partir de là, vous gagnez de l'argent. Si le marché va à la baisse, vous vous positionnez en étant à la baisse. D'accord? Ce qui veut dire, sur ce mouvement que nous avions étudié tout à l'heure, par exemple, lorsque vous gardez la souris ici, nous allons changer le lot pour prendre le plus petit. Nous expliquerons tout cela plus tard. Ne vous en faites pas. Lorsque vous prenez tout cela, par exemple, sur cette situation, quand je clique ici, que je maintiens, que je glisse, je suis en train de placer une position de façon graphique. Je lâche la souris ici, qui est sur la limite supérieure de cette bougie haussière. OK? Et le, le prix est positionné. La position, pardon, est placée. Ça, bien entendu, nous sommes en backtest, mais en plus, c'est une position déjà différée. C'est une position différée. Nous expliquerons tout. Mais nous voulons vous expliquer la stratégie la plus bête qui soit.
quand vous regardez ici, je suis en train de mettre ce qu'on appelle un stop loss. Je prévois que si le prix devait se retourner, il arriverait à ce niveau. Ce qui est bien avec cette plateforme, c'est que vous voyez en même temps le prix que cela représente. Moins 5,36 € par rapport à son prix d'entrée ici. Donc, ça, c'est l'écart d'une bougie de 24 heures, puisque je suis en D1, daily, bougie de 24 heures. Et si j'avais planifié mettre mon take profit, donc fermer ma position en profit à ce niveau ici, c'est là, ça, ce n'est qu'une projection du profit que j'aurais voulu réaliser. Je me rends compte que sur cette position, donc avec un lot très petit, je suis à moins 5,36 € de perte si le marché se retournait. Et en gain, j'aurais été en gain de 30,39 €, ce qui fait un risque de 1 pour 6. Donc, ce qui fait 6 fois cette position-là pratiquement. Mais ça, vous allez me dire, oui, mais Patrick, je ne comprends toujours pas. C'est clair. Coach Patrick, je ne comprends toujours pas. C'est clair. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Gardez à l'esprit que votre rôle en tant que trader, c'est de surfer sur la vague du prix. C'est de surfer sur le prix. Aucun trader intelligent ne veut se mettre dans le sens contraire du prix. C'est comme ça qu'on perd de l'argent. Aucun trader ne veut perdre de l'argent sur le marché. Bien qu'on soit venu pour ça. On est venu pour perdre de l'argent et gagner de l'argent. Mais on est venu pour gagner plus qu'on ne perd. OK? Ces bougies mettent 24 heures. Je suis Monsieur X. Monsieur X rentre chez lui à 20 heures du boulot. Il est bientôt minuit, il va bientôt se coucher, ou bien il était déjà couché, son alarme a sonné. 23h58, il se réveille, allume son ordinateur et sa plateforme pour voir le marché sur sa devise préférée, sa paire de devises préférée, USD DKK. Et il se rend compte que la bougie actuelle qui va se fermer a cette forme-là. OK? Dans notre cas d'espèce, ici, elle s'est déjà fermée parce que celle-ci a déjà commencé à fonctionner. Donc, toute la journée, il n'a pas regardé le marché. Il vient regarder juste cette bougie-là en D1. OK. Et lui, il trade à la bougie. Il trade à la bougie. S'il trade à la bougie, ce qui l'intéresse, c'est l'écart entre ici et ici. OK? C'est ce qui l'intéresse. Donc, compte tenu de cet intérêt, Monsieur X dit, bon, lui, il a des journées chargées. Hein, quand il arrive au boulot, il a des journées chargées. C'est un directeur, c'est un responsable, c'est un ouvrier, c'est un machiniste. Pas le temps de s'arrêter et dire que tu vas regarder et ton graphique pour gérer tes positions, quoi, etc. Donc, Monsieur X prépare des positions différées. Retenez cette expression, différées. Donc, il voit que le marché est en train de faire un très haut mouvement à la hausse. Donc, il prévoit un mouvement à la hausse dans l'écart de la bougie qui vient de se fermer du jour précédent. Donc, si le marché dépasse, ce qu'il dit, c'est si le marché dépasse ce niveau, je veux entrer en position achat en ce moment-là, car je prévois que le marché continue à la hausse. Et si le marché se met en position baissière, il casse plutôt vers le bas, je voudrais que le marché move une position baissière. OK? Et comme il a un bon trader et qu'il place toujours des stop loss, c'est-à-dire qu'il limite toujours ses pertes, alors il met aussi ses stop loss dans le même écart de prix, ce qui lui fait 4,95 €. Nous rappelons que sur le compte, ici, si vous regardez ici, Monsieur X a 100 € sur le compte. D'accord? Donc, il prévoit un mouvement à la baisse qui peut aller jusqu'ici. Donc, ici, il a une marge de profit prévue, prévisionnel profit 22,70.
Pour 4 euros, ça lui fait pratiquement 5, et quelques en termes de risque reward. On appelle ça un risque reward, récompense pour risque prix. Risque reward. Maintenant, la gestion pour sa position à l'achat, si elle est déclenchée, même chose, son stop loss en bas de la bougie qui vient de se fermer à minuit, et il laisse courir le TP un peu plus haut. OK? Là, son TP est positionné sur 21, donc pratiquement la même chose. Et il s'en va se coucher. La prochaine fois qu'il va ouvrir son ordinateur pour regarder le graphique, ce sera peut-être à son réveil le matin rapidement, peut-être à la pause, s'il a le temps, s'il n'est pas en train de faire une sieste, pour récupérer des forces, ou sinon, quand il rentrera chez lui, autour de minuit. C'est le seul moment où il va encore prendre une position. Et donc, nous allons avancer d'une bougie pour voir ce que le marché va faire. Qu'est-ce que le marché nous dit? Que le marché est venu jusqu'à ce niveau, cette limite, OK, qu'il a déclenché une position. Il a déclenché une position et que pour l'instant, M. X est en perte. Il a déclenché sa position d'achat, il est revenu sur lui, sur ses parts. Pas de souci, il est en perte de 3,57, il est toujours dans la marge des pertes qu'il avait prévues, donc il ne s'en fait pas. Il ne change rien à cela, parce que l'écart n'a pas changé. OK. Deuxième jour, cette fois-ci, le marché allait à la hausse. Et à 23h59, Monsieur X est en gain de 2,28 euros sur la position d'achat qu'il avait prévue. Donc, sa position de vente ne s'est pas déclenchée. Et donc, monsieur est en gain. Est-ce que vous comprenez maintenant la logique? Il trade à la bougie. Et donc, sur cette nouvelle bougie, il peut décider de renforcer sa position, de prendre encore cette position-là en protégeant son gain. Il peut décider de bouger son stop loss pour faire ce qu'on appelle une protection de gain ou un break-even, donc un seuil de rentabilité de 1 euro minimum. OK? Positionner encore un gain et modifier sa position d'achat ou la fermer. Dans ce cas précis, il décide de la fermer. Il pense que le marché, avec cet élan, va continuer à la hausse. Rendez-vous le lendemain à minuit. Le marché a fermé sa première position à 1,10 €, ce qui lui fait un profit de 101,10 €. Et cette fois-ci, le marché est encore en gain de 0,28. Le marché est en gain de 0,28. Il se rend compte que ce n'est pas beaucoup, mais il réduit quand même son exposition parce que sur l'autre bougie, son stop loss était de 7, sa perte potentielle était de 7 euros, alors qu'ici, sa perte potentielle est de 2,60 €. Bien, où est-ce que je veux en venir? Si nous avions suivi Monsieur X depuis le début ici, ça fait beaucoup sur toute la lancée. Une bougie à la fois en D1, ça fait beaucoup sur toute la lancée. Si nous voulons reproduire pour mesurer l'ensemble des placements que Monsieur X aurait fait, donc vous avez vu, je viens de fermer une position, hein, c'est assez facile à faire sur cette plateforme, il suffit de tout faire sur le graphique. Si nous faisions un petit récap pour faire une simulation tardive de tout ce qui s'est passé, sur cette première position à la hausse qu'il aurait eu, M. X aurait gagné 2,95 avec la bougie suivante. Avec la bougie suivante, si c'était positionné à la hausse encore, sur l'autre bougie, il aurait gagné 4,87 €. Sur la troisième bougie, qui est plus petite que toutes les autres, s'il avait gardé cette position, dans le mouvement haussier, il aurait gagné 3,86. On est déjà au-delà de 12 euros. OK?
Le marché lui aurait fermé cette perte-là, d'accord? Et ici, il aurait pris peut-être les positions dans les deux sens. Et si le marché déclenchait et se fermait en positif, il aurait eu pris un gain de 6,10 €, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous disons que cette stratégie est la plus simple, mais aussi la plus bête et la plus stupide. Parce que vous n'entendez pas parler de tendance, vous n'entendez pas parler d'analyse, vous n'entendez pas parler de fondamental, vous n'entendez pas parler de moyenne mobile, etc., etc. Juste une bougie. Juste une bougie. Donc, vous pouvez vous entraîner à voir, vous pouvez vous entraîner sur cette méthode de façon à voir où ça cloche, où ça ne cloche pas. Quand est-ce que ça marche et quand est-ce que ça ne marche pas? Nous allons vous dire quand est-ce que ça marche et comment ça marche. Pourquoi ça marche, sur quel repère, tout au long de cette formation. Mais déjà, il serait intéressant que vous-même, en tant qu'opérateur de marché, qui êtes dans un business, vous vous mettez dans la peau de Monsieur X qui vient de découvrir cette méthodologie et il la backteste. Backtestez-la sur toute l'année 2023 ou sur toute une année, choisissez l'année. Tout ce week-end, si vous avez le temps, vu que vous avez déterminé vous-même votre disponibilité, servez-vous des repères de temps de votre disponibilité pour mettre en place justement un entraînement sur cette façon de trader et montrez-nous vos résultats dans le groupe ou en inbox, montrez-nous vos résultats par des captures d'écran, par des captures d'écran d'ordinateur. Montrez-nous un peu les résultats que vous aurez fait après avoir backtesté et dites-nous ce que vous pensez de cette méthode. Nous avons déjà dit, c'est une méthode simple qui est vide de notions compliquées, donc bête, mais nous disons qu'elle est stupide. Donc, à vous de nous expliquer ce que vous en pensez. Voilà. Donc, c'est ainsi que nous allons refermer la page sur cette séance de ce soir. Bien entendu, comme toujours, vos questions sont les bienvenues. Nous vous remercions encore pour votre présence, votre fidélité, et nous vous disons à la semaine prochaine. Bye bye.